Oural, hiver 1941, une usine sans toit. Un contremaître russe frappe du poing sur une tôle gelée pour réveiller un ouvrier endormi debout, à côté d'un châssis de char à moitié assemblé. La neige tombe directement sur la chaîne de montage. Il est 4 heures du matin, et quelque part à l'ouest, l'armée rouge perd un char toutes les 4 minutes. L'usine n'a pas de mur parce qu'elle n'existait pas 3 mois plus tôt. Elle a été évacuée d'une ville que les Allemands menaçaient, chargée sur des wagons, transportée sur 2000 km et remontée sur un champ nu à côté d'une voie ferrée. Les machines-outils tournent avant que les bâtiments soient finis. Les ouvriers dorment sous les presses. Et le Kremlin exige des chars neufs chaque semaine, comme si rien de tout cela n'existait. Ce que Moscou veut est simple, remplacer ce qui brûle. Pendant les 6 premiers mois de la guerre à l'Est, l'Union soviétique perd plus de 20 000 engins blindés. Le chiffre est tellement énorme qu'il cesse d'avoir un sens humain. Il faut produire vite, beaucoup, avec ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main, ce sont des moteurs de camions, des tôles fines et le châssis d'un petit char qui a déjà échoué au front. Ce petit char s'appelle le T-70, un engin léger de 9 tonnes avec un seul homme dans la tourelle qui doit à la fois viser, charger et commander son équipage. Sur le papier, c'est un char d'accompagnement. Dans la réalité, c'est un cercueil. Face au Panzer allemand, il ne peut rien. Les équipages l'appellent entre eux « le petit », avec cette tendresse qu'on a pour les enfants condamnés. Le commandement sait que le T-70 est fini, mais les chaînes, elles, tournent encore. C'est là qu'un ingénieur entre dans l'histoire. Il s'appelle Semyon Ginzburg. 41 ans, formation d'avant la Révolution, réputation d'homme qui dit ce qu'il pense, même quand il vaudrait mieux se taire. Il dirige depuis le début de la guerre les bureaux d'études des véhicules légers. À l'automne 42, on lui pose une question qui ressemble plus à un ordre. Peut-on transformer ce châssis raté en quelque chose qui tue les chars allemands et le faire en quelques semaines? Ginzburg regarde ce qu'il a. Un châssis trop étroit. 2 moteurs de camion, des gaz 202, 6 cylindres, le même bloc qui équipe les petits camions civils livrant du pain à Moscou. Un canon de campagne de 76 mm, le ZIS-3, rustique, précis, déjà produit à des milliers d'exemplaires. Pas le temps de concevoir une tourelle, pas l'acier pour un toit blindé, pas les alliages pour une transmission spécifique. Ginzburg prend alors une décision qui paraît élégante sur le papier. Il met les 2 moteurs côte à côte, les accouple sur un arbre unique et envoie toute leur puissance additionnée à une boîte de vitesse unique. 2 cœurs, un seul corps. Le canon, monté à l'arrière dans un compartiment ouvert sur le ciel, doit tirer à la hausse. C'est simple, rapide, produit avec des pièces qui existent déjà. Le général qui reçoit les plans approuve. L'ingénieur signe. Staline, quelque part à Moscou, donne son accord. Personne, cet automne-là, ne comprend qu'il y a un problème invisible à l'intérieur de cette élégance. Un problème que les calculs ne montrent pas, parce qu'il n'apparaît qu'en mouvement, sous charge, dans la boue, dans le gel, après plusieurs heures de marche. Le 20 décembre 1942, le comité de défense de l'État signe le décret qui lance la production en série. L'engin portera un nom court et administratif, Sou-76. Le premier exemplaire sort de l'usine numéro 38, à Kirov, quelques semaines plus tard. Les cadences montent vite. En janvier, puis en février 1943, les premiers régiments d'artillerie automotrice reçoivent leurs machines. On les peint en blanc pour l'hiver russe. On y monte des équipages jeunes, parfois à peine sortis de l'école de recrues. On leur dit que ces engins vont les protéger. On ne leur dit pas que le toit est ouvert. Enfin, on leur dit, mais on leur explique que c'est pour la ventilation, pour évacuer les gaz de tir, pour que le chef de pièce voie mieux le champ de bataille. Ce n'est pas tout à fait un mensonge. C'est une demi-vérité qui cache l'autre moitié, qui est que personne n'avait les moyens d'ajouter une plaque d'acier sur le dessus sans faire exploser le poids total de l'engin. Le toit ouvert n'est pas un choix tactique, c'est une facture impayée. Les premiers rapports qui remontent du front, en mars 1943, ne parlent pas encore du toit. Ils parlent d'autre chose. De machines qui s'arrêtent sur la route, au milieu de nulle part, sans être touchées.
d'équipages qui descendent, ouvrent les capots arrière et découvrent à l'intérieur quelque chose qui ne devrait pas être possible. Des morceaux de métal arrachés, des engrenages broyés comme du sucre, des arbres de transmission tordus sur eux-mêmes, comme si une main géante les avait essorés. Les mécaniciens de campagne n'ont jamais vu ça. Ils envoient des télégrammes au bureau d'études. Les télégrammes deviennent des rapports. Les rapports deviennent une enquête. Et l'enquête finit par arriver sur une table à Moscou, devant un homme qui a signé tous les décrets de cette guerre et qui n'aime pas qu'on lui fasse perdre du temps. On lui explique qu'1 sur 3 des nouveaux engins envoyés au front tombent en panne sans combat, que ce n'est pas un défaut de fabrication, que c'est un défaut de conception. Et on lui explique, en baissant la voix, que la faute en revient à l'homme qui, à cette minute précise, croit encore qu'il a sauvé son pays. Moscou, printemps 43. Dans un bureau du commissariat à l'industrie des chars, 3 hommes sont debout autour d'une carte. L'un tient un rapport. Les 2 autres attendent sans parler. Sur la carte, de petites croix noires marquent les endroits où des Su-76 sont tombés en panne pendant les 2 derniers mois. Les croix forment une ligne continue, de Koursk à Vyazma. On dirait le tracé d'une route. Ce n'est pas une route, c'est le chemin des épaves. L'homme au rapport lit à voix haute des chiffres. Sur les premiers lots livrés au front, 1/3 des engins est immobilisé pour raison mécanique, sans jamais avoir croisé un char allemand. Pas un seul impact ennemi. Juste des boîtes de vitesse qui se sont désintégrées de l'intérieur. L'un des 2 autres hommes ferme les yeux. L'autre écrit une note pour Staline. L'explication technique, quand elle arrive sur la bonne table, est brutale dans sa simplicité. 2 moteurs de camion couplés sur un arbre unique ne tournent jamais exactement à la même vitesse. Une différence de quelques dizaines de tours par minute suffit. Cette différence crée une torsion permanente dans l'arbre qui les relie. La torsion devient vibration, la vibration devient résonance. Et la résonance, au bout de quelques heures de marche, arrache littéralement les engrenages de leur axe. Le problème était invisible sur le banc d'essai, parce qu'on avait testé les moteurs séparément. Ensemble, ils se mangeaient eux-mêmes. Le 15 mars 1943, le comité de défense de l'État signe un nouveau décret. Il ordonne l'arrêt immédiat de la production de la Su-76 dans sa version initiale. C'est un document court, sec, administratif. Il ne dit pas que l'engin est un échec, il dit que les défauts sont incompatibles avec les besoins du front. Dans le langage du Kremlin, c'est la même chose, mais écrite en lettres qu'on peut archiver sans honte. L'usine de Kirov stoppe les chaînes. Près de 600 machines déjà sorties sont immobilisées ou rappelées. Quelque part dans les bureaux d'études, un homme relit le décret. C'est Semyon Ginzburg. Il comprend tout de suite. Il a conçu cet engin. Il a défendu le couplage des 2 moteurs. Il a mis son nom sur les plans. Et 1/3 des premiers exemplaires est en panne sur les routes de Russie centrale. Dans un pays en guerre, dans un régime qui n'a jamais été tendre avec les ingénieurs ratés, une erreur de cette taille ne se paie pas en sanctions administratives. Elle se paie autrement. Ginzburg n'est pas arrêté, il n'est pas jugé, il n'est même pas blâmé officiellement. C'est peut-être ce qui est le plus cruel dans cette histoire. Au lieu d'une condamnation, il reçoit une affectation. On le relève de ses fonctions de concepteur. On le nomme adjoint au commandant d'une brigade blindée. On le renvoie au front, pas comme ingénieur consultant, mais comme officier de char, dans une unité qui utilise du matériel qu'il n'a pas conçu. L'homme qui avait passé la guerre à dessiner des machines doit apprendre à en piloter une, en combat, à 41 ans, sous les obus. L'ironie est presque insoutenable. La Su-76 est un engin de soutien d'infanterie. Ginzburg, lui, est envoyé dans un char moyen, un T-34, dans une brigade qui va bientôt être engagée sur l'un des secteurs les plus actifs de l'été 43. Le secteur s'appelle, dans les rapports, la région de Koursk. Dans quelques semaines, il deviendra le lieu de la plus grande bataille de chars de l'histoire humaine. Pendant que Ginzburg prend le train pour rejoindre son unité, à Gorki, un autre homme reçoit un dossier épais sur son bureau. Il s'appelle Nikolai Astrov, un ingénieur d'une autre école, un constructeur qui a passé les années 30 à bricoler des petits chars amphibies et des engins de reconnaissance.
Il a déjà conçu le T-40, le T-60 et ce fameux T-70. Astrov connaît le châssis mieux que personne, parce qu'il l'a enfanté. On lui demande, en quelques semaines, de sauver le programme entier. Astrov regarde les plans de Gainsbourg. Il ne les méprise pas. Il voit ce que son collègue a voulu faire et il comprend pourquoi le couplage semblait logique. Puis il prend une décision radicale. Il refuse le principe de l'arbre unique. Les deux moteurs vont vivre chacun leur vie, chacun son embrayage, chacun sa boîte de vitesse, chacun entraînant une seule chenille. Fini les résonances. Si un moteur tombe, l'autre continue, et l'engin rentre à l'atelier sur une seule chenille plutôt que sur 0. Plus lourd en pièces, moins élégant, fiable sur la boue. La nouvelle version reçoit un nom à peine différent. Su-76M. Une seule lettre les sépare. Un mort et un vivant. Les premiers prototypes roulent en quelques semaines, avec cette énergie qu'on ne trouve que dans les usines, où les ouvriers savent qu'un échec coûtera la tête de quelqu'un. Les essais montrent tout de suite que le problème de résonance a disparu. La machine tient. Le comité de défense donne son feu vert. La production redémarre avant l'été. Et c'est exactement à ce moment, entre la fin juillet et le début août 1943, alors que les premières Su-76M commencent à rejoindre les unités, que l'homme qui avait perdu la première version cesse d'écrire dans le journal de bord de sa brigade. Semyon Gainsbourg meurt sur le front, quelque part dans la zone de Koursk, dans son T-34, touché au combat. On ne connaît pas le détail exact de sa mort. On sait seulement qu'il est tombé dans un engin qu'il n'avait jamais dessiné, loin des bureaux où il avait passé sa vie, à quelques centaines de kilomètres des usines où sa machine, corrigée par un autre, commence enfin à fonctionner. Il n'y aura pas de cérémonie publique, pas d'éloge dans la presse. Dans l'Union soviétique de 1943, la mort d'un ingénieur de char au front n'est pas une nouvelle qu'on publie. C'est un silence administratif. Un nom qui disparaît d'une liste de cadres techniques. Un bureau qu'on réattribue à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, dans les steppes autour de Belgorod, les premières Su-76M corrigées entrent en action pour la toute première fois. Elles roulent derrière l'infanterie qui avance sous le feu. Elles tirent à découvert, sans toit, avec leurs canons de campagne posés sur une caisse de tôle. Elles fonctionnent. Enfin, elles fonctionnent. Et dans ces premiers combats, les équipages vont découvrir quelque chose que ni Gainsbourg, ni Astrov, ni aucun homme du comité de défense n'avait vraiment anticipé. Ce qu'ils vont découvrir, ce n'est pas un défaut mécanique. C'est quelque chose de plus simple et de beaucoup plus difficile à réparer. Quelque chose qui tombe du ciel. Région d'Orel, août 1943. Un sergent de l'armée rouge descend d'une Su-76M poussiéreuse et s'assoit par terre, dos contre une chenille encore chaude. Il a 22 ans. Il vient de tirer 13 obus en moins d'une heure sur des positions allemandes retranchées dans un village dont il ne connaît pas le nom. Son équipage est intact, sa machine fonctionne. Il boit une gorgée d'eau tiède à une gourde cabossée et il lève les yeux vers le ciel. Le ciel est bleu. Rien ne tombe. Pas encore. C'est la grande contradiction de cet été-là. La Su-76M marche. Elle marche vraiment. Sur toute la ligne du front, les régiments d'artillerie automotrice reçoivent de nouvelles machines par trains entiers, et cette fois, elles ne tombent pas en panne. Le canon de 76 mm se révèle étonnamment efficace contre l'infanterie allemande, contre les positions fortifiées, contre les canons anti-chars tractés. Contre les vrais Panzers lourds, c'est une autre histoire, et les commandants le savent. Mais contre tout le reste, la petite machine fait son travail. Dans les usines, la cadence devient une religion. Kirov, Gorky, Mytitchi près de Moscou produisent ensemble des centaines d'engins par mois. À la fin de 1943, les chaînes tournent à un rythme que les bureaux d'études de 1942 auraient jugé impossible. En 2 ans, plus de 14 000 Su-76 et Su-76M sortiront des usines soviétiques, ce qui en fera la deuxième machine blindée la plus produite de toute la guerre, juste derrière le T-34. Aucun autre engin automoteur, dans aucune armée du monde, n'atteindra ce chiffre pendant le conflit. Et pourtant, dans les unités qui les utilisent vraiment,
Les surnoms commencent à circuler. Les équipages, qui ont rarement froid aux yeux, baptisent leur engin selon leur humeur du jour. Les moins amers l'appellent Sukinich, un jeu de mots qui veut dire à peu près « la petite salope ». Les autres, qui ont perdu des camarades sur une mine ou sous une rafale, disent simplement « Souka ». Certains, avec cet humour noir qui est peut-être la seule forme de résistance qui reste quand on a 20 ans dans un champ de bataille, l'appellent le Ferdinand en slip, par comparaison avec le gigantesque chasseur de chars allemand de 65 tonnes, entièrement bardé d'acier. La comparaison est terrible parce qu'elle est exacte. Le Ferdinand allemand pèse 65 tonnes et porte 200 mm d'acier sur le front. La Su-76M pèse 11 tonnes et porte 25 mm d'acier sur ses meilleurs angles. 5 fois moins de poids, 8 fois moins de blindage. Et, au-dessus de la tête de l'équipage, rien. Pas une plaque, pas une grille, pas un centimètre d'acier entre les 4 hommes et le ciel ouvert. C'est exactement ce ciel qui va devenir le problème central de toute la dernière moitié de la guerre. Sur un champ de bataille moderne, ce qui tue un équipage dans un compartiment ouvert n'est presque jamais un char ennemi. C'est ce qui tombe. Un obus de mortier explose dans la cime d'un pin et projette des éclats verticaux à l'intérieur du compartiment. Une grenade à manche allemande, lancée par un fantassin embusqué à 10 mètres, atterrit directement sur les sièges. Un tireur d'élite, logé dans un clocher, tire sur le chef de pièce comme sur une cible foraine. Toutes ces morts ont un point commun. Aucune n'aurait eu lieu dans un char fermé. Les statistiques officielles des pertes dans les régiments d'artillerie automotrice légère ne seront publiées que des décennies plus tard. Mais un fait revient dans tous les témoignages. Les équipages de Su-76M tombent plus souvent, plus vite et de manière plus arbitraire que ceux des chars fermés. Ils meurent de choses que personne n'ose mettre dans un rapport technique. Le gel, par exemple. Pendant l'hiver 43-44, les tireurs qui servent le canon dans le compartiment ouvert se retrouvent régulièrement avec les mains collées au métal de la culasse, parce que la sueur et l'huile gèlent instantanément au contact de l'acier à -30. Il faut arracher la peau pour se libérer. Les infirmiers apprennent à reconnaître ces blessures au premier coup d'œil. La doctrine officielle, pourtant, est claire. Les instructions imprimées pour les commandants de régiment répètent la même consigne. La Su-76M n'est pas un char. Elle ne doit pas attaquer en première ligne. Elle doit rester en appui, à 500, à 800 mètres derrière la vague d'assaut, et soutenir l'infanterie à distance. En théorie, avec cette doctrine, le toit ouvert n'est pas un problème. En théorie. Dans la réalité, la doctrine s'effondre dès la première heure de combat. Un capitaine d'infanterie dont la compagnie est clouée au sol par une mitrailleuse allemande dans une ferme brûlée ne se soucie pas du manuel. Il court jusqu'à la machine automotrice la plus proche, frappe du poing sur la caisse et ordonne au commandant de pièce d'avancer, maintenant, à découvert, jusqu'à ce qu'il voie la mitrailleuse. Le commandant de pièce a 2 choix. Refuser et être fusillé pour désobéissance devant l'ennemi, ou obéir et entrer dans la ligne de tir avec son toit ouvert au-dessus de la tête. Ils obéissent, presque toujours. Et ils meurent, souvent. Dans un rapport d'officier politique de 44, on trouve une phrase qui résume tout. « Les équipages, écrit-il, ne veulent pas sortir de leur machine quand le tir commence, et ne veulent pas y entrer quand il s'arrête. Ils se sentent pris au piège à l'intérieur et exposés à l'extérieur. Ils ont raison dans les 2 cas. Et pourtant, chaque matin, ils repartent. Biélorussie, été 44, une clairière à la sortie d'un village dont les isbas fument encore. Un lieutenant de 24 ans, chef d'une batterie de 4 Su-76M, est debout à côté de sa machine, les bottes enfoncées dans une terre noire gorgée de pluie. Il écoute. Il n'entend pas les Allemands. Il entend une branche qui craque quelque part sur sa gauche, trop haut, trop loin pour être un homme. C'est un obus de mortier qui vient de partir d'un bois voisin et qui monte, avant de redescendre vers eux. Il lève la main pour donner un ordre. Il n'aura pas le temps de finir le geste.
Quand un obus de mortier explose au contact d'une branche d'arbre au-dessus d'un compartiment ouvert, il ne frappe pas comme un obus normal. Il se déclenche en l'air, à 6 ou 8 mètres du sol, et la totalité de ces éclats descend verticalement, comme une pluie métallique. Pour un char fermé, c'est un bruit désagréable sur le toit. Pour une Su-76M, c'est une sentence. Les équipages ont un nom pour ce type d'explosion. Ils l'appellent « le plafond qui tombe ». Aucun manuel ne mentionne cette expression. Pourtant, au même moment, sur toute la longueur du front qui va de la Baltique aux Carpates, la même petite machine fait un travail que personne d'autre ne peut faire à sa place. Pendant l'opération Bagration, la grande offensive d'été en Biélorussie, les Su-76M accompagnent l'infanterie dans des marais, dans des forêts de bouleaux, sur des chemins de rondins que les chars moyens ne peuvent pas franchir sans s'enfoncer. Leur poids dérisoire, 11 tonnes, qui faisait rire les ingénieurs allemands, devient soudain un avantage tactique. Là où un Panzer de 30 tonnes s'enlise jusqu'aux chenilles, la petite soviétique passe. Elle passe et elle tire. C'est une des ironies les plus étranges de cette histoire. Les qualités qui tuent l'équipage sont exactement celles qui font gagner la guerre. Le châssis léger, qui offre peu de protection, permet de franchir des ponts que rien d'autre ne peut franchir. Le compartiment ouvert, qui expose les hommes au ciel, permet au chef de pièce de voir le champ de bataille à 360 degrés, sans périscope, sans angle mort. Le canon de campagne, trop faible pour percer un tigre de face, est parfait pour abattre un mur, détruire une mitrailleuse embusquée dans une cave ou tirer des obus explosifs à cadence rapide sur une tranchée. Chaque défaut, pris isolément, est un crime contre l'équipage. Mis bout à bout, ils forment le profil exact de l'engin dont l'armée rouge a besoin à ce moment précis de la guerre. En décembre 1944, dans un froid qui descend sous -30, une colonne de Su-76M avance sur une route gelée en direction de la frontière est prussienne. Les moteurs gaz, qui tournent depuis plusieurs heures, maintiennent à l'intérieur du compartiment de combat une chaleur dérisoire, concentrée autour du plancher. Au-dessus de cette chaleur, le vent de marche passe directement au-dessus des têtes. Les gants gèlent sur les commandes. Le chef de pièce, qui est le plus exposé parce qu'il se tient debout pour observer, perd régulièrement la sensibilité de ses doigts au bout de 20 minutes. À la première halte, il cache ses mains dans ses aisselles et attend que la douleur revienne. Quand la douleur revient, il sait qu'il n'a pas encore perdu ses doigts. C'est tout ce qui compte. Ce même hiver, à Moscou, les statistiques de production passent un seuil que personne n'avait imaginé 2 ans plus tôt. Les usines soviétiques ont déjà livré plus de 10 000 Su-76M aux armées. Les chaînes de Gorky et de Mytitchi continuent à en sortir par centaines chaque mois. Au même moment, dans les mêmes armées, les rapports des officiers médicaux mentionnent les pertes parmi les équipages d'artillerie automotrice légère avec des formules prudentes, évasives, administratives. Il y a là une équation qu'aucun tableau ne montre en clair. Plus la machine est produite, plus elle est utilisée. Plus elle est utilisée, plus ces équipages tombent. Plus ces équipages tombent, plus il faut produire de machines pour remplacer celles qui ont perdu leurs hommes. Au printemps 1945, les Su-76M atteignent la banlieue de Berlin. Dans les rues étroites de la capitale du Troisième Reich, ces engins deviennent à la fois utiles et vulnérables d'une nouvelle manière. Utiles parce que leurs canons tirent à l'horizontale sur des immeubles bourrés de fantassins, arrachent des pans de murs, dégagent des carrefours. Vulnérables parce qu'un adolescent allemand en uniforme trop grand, tapi à une fenêtre du 3e étage, peut lâcher verticalement une grenade à manche dans leur compartiment ouvert. Les Panzerfaust font peu de différence entre un T-34 et une Su-76M à cette distance. Mais une grenade simple, elle, ne menace que les toits ouverts. Le 9 mai 1945, la guerre en Europe se termine. Les comptables militaires commencent à additionner. Le chiffre final pour la seule famille Su-76, en incluant les 2 versions et les dérivés mineurs, dépassera 14 000 exemplaires. C'est plus que la totalité des chars allemands de toute catégorie produits pendant toute la guerre. C'est plus que la production combinée des chars britanniques. C'est la 2e machine blindée la plus fabriquée du conflit, après le T-34. La petite machine au toit ouvert, celle dont les équipages crachaient le nom, est devenue, presque à contre-cœur,
l'un des outils majeurs de la victoire soviétique. Mais la guerre, pour cette machine précise, ne va pas s'arrêter en mai 1945. Dans quelques années à peine, des wagons entiers de Su-76M prendront un nouveau chemin. Ils iront vers l'Est, très loin à l'Est, vers un pays que presque aucun soldat soviétique n'avait jamais visité. Et là-bas, sur une péninsule divisée en deux par une ligne tracée à la hâte par des diplomates américains fatigués, une autre guerre, totalement différente, attendait déjà cette vieille machine pour lui demander une dernière chose. Port de Vladivostok, fin des années 40. Un officier soviétique en manteau long regarde une grue soulever une Su-76M depuis un wagon plat et la déposer lentement sur le pont d'un cargo gris. La peinture de la machine est encore celle de l'armée rouge, verte, fatiguée, écaillée sur les angles. Sur le quai, un interprète traduit à voix basse des instructions techniques pour un groupe d'officiers en uniforme qu'on ne voit pas souvent à cette latitude. Ils portent des étoiles rouges, eux aussi, mais leurs insignes ne sont pas russes. Ils sont coréens. Le régime de Kim Il-sung reçoit à la fin des années 40 une aide militaire soviétique qui comprend des chars moyens TE-34, des canons, des camions et plusieurs dizaines de Su-76M reversés des stocks de guerre. Pour Moscou, c'est une manière économique d'armer un allié sans entamer ses propres programmes modernes. Pour Pyongyang, c'est une première ligne d'artillerie automotrice. Pour les vieilles machines, c'est une seconde vie dans un pays dont elles ignorent tout, sous un climat qui ne ressemble à rien de ce qu'elles ont connu. Le 25 juin 1950, à l'aube, les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle. Dans les premières colonnes motorisées qui descendent vers Séoul, on compte des TE-34 modernisés et des Su-76M plus anciennes, mélangées dans les mêmes unités. Face à elles, l'armée sud-coréenne et les premières unités américaines envoyées en urgence depuis le Japon n'ont presque pas d'armes anti-chars dignes de ce nom. Pendant les premières semaines, la petite machine au toit ouvert, conçue pour des forêts de bouleaux, roule sous une chaleur tropicale et tire sur des fantassins sud-coréens en retraite. Elle fonctionne. Elle fonctionne trop bien. Cet été 50, la guerre de Corée ressemble, depuis le cockpit d'une Su-76M, à une version déformée de la Biélorussie 44. Même canon, mêmes obus, même infanterie devant, même appui rapproché. Mais le paysage est fait de rizières, de collines abruptes, de villages en bois et en papier qui brûlent en quelques minutes. Les équipages, formés à la hâte par des instructeurs soviétiques qui leur ont expliqué les règles dans une langue qu'ils ne comprenaient qu'à moitié, découvrent que la machine supporte la boue des rizières presque aussi bien que celle de la Polésie. Pendant quelques semaines, l'été 50 ressemble à une victoire. Puis le ciel change. À la fin de l'été, les premières unités américaines reprennent l'initiative, débarquent à Incheon et remontent vers le nord. Mais ce n'est pas le sol qui fait basculer la guerre pour la Su-76M. C'est ce qui est au-dessus d'elle. L'aviation américaine, qui dispose de la supériorité aérienne totale, déploie des chasseurs à réaction F-80 Shooting Star, des Mustangs à hélice, et plus tard des appareils armés de roquettes, de bombes et de napalm. Pour ces appareils, une colonne blindée sur une route coréenne est une cible d'exercice. Pour une machine au compartiment ouvert, c'est une exécution. Le napalm ne fait pas de différence, en théorie, entre un char fermé et un engin ouvert. En pratique, il en fait une, énorme. Dans un char fermé, une partie du gel enflammé reste à l'extérieur, sur le blindage, et l'équipage a parfois le temps d'évacuer avant que les munitions internes ne s'embrasent. Dans une Su-76M, la gelée incendiaire tombe directement à l'intérieur du compartiment, sur les sièges, sur les obus, sur les hommes. Les témoignages des pilotes américains mentionnent à plusieurs reprises des véhicules soviétiques anciens qui brûlent entièrement en quelques secondes après un passage. Ils ne précisent pas toujours le modèle, ils disent juste que certains brûlent plus vite que d'autres. Le même avantage qui avait fait vivre la machine pendant 2 ans devient en Corée son arrêt de mort. Le compartiment ouvert, qui donnait au chef de pièce une vision parfaite du champ de bataille, devient une entrée directe pour tout ce qui tombe du ciel. La doctrine d'emploi, qui recommandait de rester en appui derrière l'infanterie, s'effondre dans un pays où il n'y a presque plus de ligne de front stable. Et là où le ciel appartient à l'ennemi,
Il n'existe plus aucune place sur toute la longueur d'une route où une machine ouverte peut se cacher. Quelque part sur une route au nord de Séoul, à la fin 50 ou au début 51, un pilote américain survole une colonne nord-coréenne et photographie depuis son cockpit une Su-76M renversée sur le bas-côté, le canon incliné vers le ciel, le compartiment de combat noirci, vide. La machine est intacte sur ses flancs. Le blindage latéral n'a pas été percé. Ce qui l'a tué est passé par le dessus. C'est exactement la scène que les concepteurs de 42 avaient, sans le dire, acceptée comme possible, le jour où ils avaient décidé de ne pas poser de toit pour gagner quelques centaines de kilos et quelques semaines de production. 8 ans plus tard, sur une route dont ils ignoraient l'existence, la facture impayée continuait d'être réglée. Combien d'armes, aujourd'hui encore, traînent dans les arsenaux du monde, héritées d'une autre guerre, acceptées comme des solutions temporaires par des gouvernements qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, et qui continuent, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, de tuer leurs propres utilisateurs parce que personne n'a jamais pris la décision politique de les retirer. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu sous la vidéo, cela aide énormément la chaîne à exister. Dites-nous en commentaire quelle est, selon vous, la limite morale à ne pas franchir quand on conçoit une arme, même en temps de guerre totale. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et la prochaine fois, nous partirons dans un désert où un seul char occidental, abandonné par son propre gouvernement, fut vendu, volé, recopié en secret par 3 pays ennemis, avant de revenir tirer sur ses propres cousins 30 ans plus tard.